Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. L'Algérien, comme tous les êtres humains par ailleurs, pour ne pas tomber dans le chauvinisme béat, l'Algérien a une merveilleuse capacité à zapper ses problèmes, à les appréhender par la dérision, à faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et aussi de malicieux clins d'œil à la vie, même quand celle-ci ne lui faisait pas de cadeau. Rappelez-vous, pour ceux et celles parmi vous qui les ont vécus, de ces temps très durs sous Boumedienne, quand notre pays était littéralement plombé, coupé du monde, si ce n'était l'agréable compagnie des coopérants techniques qui venaient nous irriguer de leurs connaissances et des touristes qui venaient très nombreux goûter aux délices de nos plages et à l'émouvant exotisme de notre Sahara. En ces temps, les RG, les renseignements généraux, et le FLN veillaient au grain, et avec eux de nombreuses associations dites de masse, comme autant de vigiles qui fliquaient la population et qui signalaient la moindre velléité de contestation à la SM, la sécurité militaire. Pourtant, il n'y avait pas de jour où ne fleurissait pas une nouvelle blague qui se répandait dans tout le pays en l'espace de quelques heures seulement. Alors que nous n'avions pas d'Internet à ce moment, et que le téléphone était encore un luxe dont tout le monde se méfiait de toutes les façons, puisque les écoutes étaient une pratique très répandue. C'était le temps du téléphone arabe, comme on disait. Nous avions trouvé un défouloir, un moyen génialissime de prendre notre revanche sur les despotes qui nous pompaient l'air, en inventant sur eux de savoureuses blagounettes. Nous étions des gens débonnaires et placides, et nous répondions à la répression et aux despotes en les tournant en ridicule entre nous. Et dans le même temps, nous entreprenions le meilleur traitement qui puisse s'imaginer contre la grisaille et la méchanceté, le fou rire et les vannes. Nous tournions nos tyrans en ridicule. Et nous savions si bien forcer le trait comme autant de caricatures. Ils y passaient tous. Boumediene, Taïb El Arbi, Qaïd Ahmed, Abdelaziz Bouteflika. Et c'était pareil du temps de Chedli, qui fut le président le plus moqué de l'histoire du monde. Il avait droit à au moins une blague par jour. Mais le plus drôle, et qui est à son honneur, à l'honneur de Chedli, et qu'il se les faisait quotidiennement raconter. On dit même qu'il en riait à s'étouffer. Nous savions rire de tout, y compris de nous-mêmes. Et même le régionalisme qui faisait rage en ces temps de discorde savamment entretenu par le régime, même le régionalisme, nous le déclinions en mode rigolard. Tout le monde y passait. Chaque région sous les caractéristiques que nous lui avions inventées. Les Jouejla, les Kabyles, les Chaouia, les Maaskaria, la Titi algéroise, les Roqiyines de Constantine, les rouleurs de mécanique de Annaba, et j'en passe. Tout le monde y avait droit, mais si gentiment que personne ne s'en offusquait. Qazi Tizi Ouzou parodiait l'accent kabyle et l'inspecteur Tahar, celui des Jouejla. C'était une époque où la fraternité n'était pas un vain mot. Ni l'humilité, ni la sobriété, ni l'endurance devant l'adversité. Nous n'avions rien, et nous ne manquions de rien pourtant, parce que nous savions nous contenter de peu. Nous étions sobres et humbles, discrets, pudiques. C'était le temps où, dans les bus, on vous demandait d'avancer vers l'arrière,
où un casse-croûte merguez coûtait 2 dinars et un plat de sardines 5 dinars. 5 dinars le plat de sardines toutes chaudes. La pêcherie, que ce soit à Oran ou à Alger, était un rendez-vous populaire où les gens de toutes conditions venaient se régaler. Et tout autour de la pêcherie proprement dite, des gargotes où l'on pouvait se retrouver une ambiance, où l'on pouvait se régaler à moindre frais. Il y avait pour toutes les bourses. Il y avait plusieurs petits restaurants populaires où l'on mangeait sur le pouce debout, qui ne servaient que des fritures de sardines et de menus fretins. Frais, pas chers et très bons. Nous les préférions aux établissements qui offraient plus de choix et plus de luxe, et qui n'étaient pourtant pas très chers non plus. La pêcherie était un quartier du peuple. Ils venaient y manger, y passer du bon temps, s'y retrouver. Tous les gens de l'arrière-pays qui venaient à Alger ou à Oran pour leurs affaires ne manquaient jamais de s'y rendre à la pêcherie. C'était une foule bariolée et heureuse de vivre, qui soufflait sur les fritures brûlantes en riant à gorge déployée, et qui se régalait jusqu'à plus faim pour très peu d'argent. Nous aimions ces gargotes parce que nous y rencontrions des gens de tous les milieux populaires, les nôtres, ceux-là qui avaient le cœur sur la main, qui savaient si bien être heureux avec quelques sardines et une limonade trop sucrée. Mais cette disposition des Algériens à la résilience et à l'humour, malgré tout, est encore en nos murs jusqu'à aujourd'hui. Tout à l'heure, de bon matin, je m'étais réveillé de méchante humeur à cause d'une petite contrariété. Mon téléphone a sonné, un appel d'Algérie via le Messenger. C'était une compatriote, Tessadit, de Bni Douala. Elle m'a donné des nouvelles du bled, de la pénurie d'eau à Bab el-Oued, aujourd'hui même, d'un camion en citerne qui livrait de l'eau aux abords des 3 horloges. Mais au-delà de ces mauvaises nouvelles sur les dures conditions de vie de nos compatriotes, c'était la façon de Tessadit de me raconter l'Algérie sobrement, mais avec passion, avec compassion pour ses compatriotes, comme si elle me décrivait les problèmes de sa propre famille. Et j'ai cru retrouver cet accent teinté d'humour et de colère à la fois. Je n'étais pas très bien réveillé et à un certain moment j'ai cru rêver. J'écoutais Tessadit et mon âme s'est envolée vers l'Algérie. À travers la chaude voix de Tessadit, j'ai ressenti cette merveilleuse vibration des nôtres, de tous les nôtres, qui vivent et résistent au pays, qui continuent de l'aimer malgré tout, qui tiennent bon, qui manquent de tout, qui sont usés par tant et tant de privations, de vexations, d'oppressions, mais qui restent ouverts, vibrants d'amour, foncièrement bons, et qui espèrent le meilleur pour leur pays, pour leurs compatriotes, pour le pays de leurs enfants, pour celui de leurs ancêtres. Je rêvassais ainsi jusqu'à ce que la chaude voix de Tessadit me ramène à la réalité. Et j'ai compris, je me suis rendu compte que je n'étais pas en Algérie. Comme des millions de nos compatriotes qui ont dû s'arracher à leur terre-mère et qui se sont exilés. Mais nos racines s'y trouvent toujours, vivaces, qui continuent de s'y tordre et d'aller au plus profond de nos tréfonds pour nous sustenter d'amour pour ce merveilleux pays qui restera à jamais dans nos cœurs. Merci, Tessadit.
نبكي عليك يا بلادي، حبوا يغرقوك كي التيتانيك. المرفهين بالباسبور دبلوماتيك يهربوا منك لهيك ويعيشوا انتيك، والزواولة من تحت يستناو الموت فيك، وهما كي الجماعة هاديك اللي كانت تدير في لا ميوزيك. يا شا راك زعفان؟ راني زعفان، وليدي في السبيطار يموت وانا نتفرج، وانتوما لا قريب تداويوها في الخارج، وكل يوم كي تموت مرا حاملة حصلوها في الطبيب والقابلة، ماشي في الحالة اللي خليتوها هاملة. راني زعفان، كل يونيفرسيتير بماستر في طابلة تاع دخان، وكافي بنيفو بريمار يدير لي زافير والقانون في البرلمان، ولاتكم ما خلاو حتى مكان، حوسوا كاع البلدان، وانا كي ماشي وليد فلان مشتاق حبة بنان. يعطيكم الصحة كي باطل الاكسجين، وان شاء الله كش ما يبان نديرو لكم تيليطون ونعاونوكم بالشي اللي كان. يا شان راك زعفان؟ راني زعفان بس كلاو لوطوروت، والضحكة الصفرة حسدتني في باطا ياورت. راني زعفان باسك ما عندكمش دراهم تخلصوا الخدامين، طلع تخلصوا الفنانين المخنتين، ما قدرتوش توكلونا السردين، بصح وكلتوا الحوت بالحراقة اللي راهم هاربين. ما لا نسمح فميمتي ونقلع مع ولاد حومتي في الشالوتي، باسك ما عنديش كي ولادهم الدوبل ناسيوناليتي. ما فهمتش انا وين راه الديفو باش ما يطلعش النيفو. الحمد لله لا سوليسيون لقاتها وزيرة التعليم، كي نحات بسم الله الرحمن الرحيم. راني زعفان باسك تلعبوها تحبوا الجيري، وانتوما كيما الطوم حابين غير تاكلوا الجيري. يروح لي العقل ونحب مهبل. Algérie, la résistance par la résilience. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'avoir avec nous Adel Jabbar, analyste politique depuis Montréal au Canada. Adel Jabbar, merci d'être avec nous. L'invitation, bienvenue à vos invités sur le plateau. Un grand bonjour à notre peuple en Algérie et à l'étranger. Merci Adel Jabbar. Boualem Amoura, secrétaire général de la SATEF Tizi Ouzou. Boualem Amoura, merci d'être avec nous. Bonsoir Azoul, bonsoir à tous les téléspectateurs de Magharibia, à tous les invités bien sûr, à notre diaspora, sans oublier les techniciens de Magharibia. Merci de l'invitation. Merci. Badreddine Guerfa, cadre du FIS, qui est avec nous au téléphone depuis Annaba. Badreddine Guerfa, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Très bien. Alors, nous allons commencer par un événement qui se passe au sud, Sahara, où des fonctionnaires sont entrés en grève. Oued Souf, alors, Oued Souf, le Bayyad et Adrar. Nous allons voir quelques images. هذه المنحة وفق الأجر
الرئيسي الحالي. إذا مطلبنا واضح لا غبار عليه. نحن لم نطلب زيادة وليست لنا على الأقل الآن في هذا المكان مطالب أخرى أكثر من هذا المطلب. الموظف يعاني في صمت. الموظف Bolem Amoura, c'est quoi cette grève? On nous parle de grève de fonctionnaires pour notamment la prime du Sud, mais pas seulement, d'autres points. Est-ce que vous pourriez nous éclairer? Oui, merci, tout à fait. En tout cas, c'est une ancienne revendication. C'est une revendication que nous avons soulevée depuis maintenant plus de 12 ans, minimum, depuis 2010-2011. Auquel on ne répond toujours que pour le moment, c'est la crise, c'est l'austérité, nous ne pouvons pas actualiser. Parce que je demande aujourd'hui cette coordination des syndicats de la fonction publique. Hein. Il n'y a pas que l'éducation, il y a la santé, les affaires religieuses, les travailleurs de l'administration, bien sûr. C'est l'actualisation de la prime, de ce qu'on appelle la prime de zone, sur la base du nouveau salaire de base, et non sur le salaire de base, calculé sur le salaire de base, imaginez-vous, de 1989. En 1989, on touchait 2000 dinars comme salaire de base. Là, on est maintenant à plus de 30 000 dinars quand même. Et puis, ils demandent avec un effet rétroactif. Ça, je ne suis pas sûr qu'ils vont l'accepter, parce que depuis 1989, il y a encore des gens qui sont partis. Alors, pardon, si j'ai bien compris, la prime du Sud est indexée sur le salaire. Le salaire minimum a augmenté quasiment de 15 fois, de 2 000 dinars à 30 000 dinars, et la prime du Sud n'a pas suivi. Alors, normalement, ça devrait suivre, et ça devrait être à effet rétroactif, puisque c'est des gens qu'on a privés d'un droit. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je disais que c'est une ancienne revendication. Elle est là, nous l'avons inscrite dans les différents PV après des réunions avec le ministère de l'Éducation. Il parle aussi de la généralisation de la prime d'excellence à toutes les catégories du Sud, parce que certaines catégories, ils en bénéficient de certains secteurs là-bas, mais par exemple la fonction publique n'en bénéficie pas. Il parle aussi, là, si je vous parlais des chiffres, de l'augmentation de la prime de logement au Sud. Parce que celui qui va travailler au Sud, on lui octroie une prime de logement pour encourager les gens à aller travailler au Sud, mais elle est de entre 1000 à 2000 dinars. Mais 1000 à 2000 dinars, c'est une nuitée dans un petit hôtel. Alors, pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas la valeur du dinar, c'est entre 1 et 2 euros. Tout à fait. Entre 1 et 2 euros, ça c'est la prime mensuelle du logement. Et c'est vraiment inconcevable qu'en 2022, on continue encore à octroyer une prime de 1000 à 2000 dinars de logement. Le problème qui se pose aussi, c'est quand les gens vont là-bas, ils n'ont pas son logement de fonction, eh bien, s'ils louent, mais aujourd'hui, on ne loue pas avec 1000 à 2000 dinars. Au Sud, c'est minimum 10 000 dinars. C'est entre 5 et 10 euros, hein, pardon. C'est entre 5 et 10 euros. Nous sommes trompés, vous et moi. Oui, oui. 5 fois 20, 5 fois 20, ça fait 1000. Ça fait 100 000, voilà. Comme on dit, oui. Même si, oui, mais même si, alors on va dire 5 et 10 euros, c'est rien du tout, c'est mensuel, parce que c'est mensuel et c'est pas journalier. Donc aujourd'hui, il demande aussi de considérer, de prendre en considération le calcul des l'ancienneté de travail au Sud dans le calcul de la retraite. Là aussi, c'est un autre point dont il demandera à en bénéficier. Pourquoi? Parce que nous disons que le travail au Sud, il est vraiment pénible. C'est le Sud, c'est difficile de travailler au Sud. Il y a certains privilèges, oui, ils doivent en bénéficier comme dans tous les pays du monde. Vous allez dans les pays du Golfe, oui, il y a de l'argent, on octroie cet argent pour les travailleurs, c'est un droit. Mais vous imaginez que depuis 1989, ces gens-là sont, comment dirais-je, ils sont privés de leurs droits.
quand j'ai entendu l'intervenant qui dit « Nous ne demandons pas d'augmentation, nous demandons notre droit » ou bien vous supprimez cette loi. Restez avec nous, Boualem Amoura. Restez avec nous. Adel Jabbar, vous qui avez connu le Sud quand vous étiez en Algérie, comme nous tous d'ailleurs, vous y aurez remarqué cette véritable discrimination. Le régime, les pouvoirs publics considèrent réellement les populations des Sud comme des sous-citoyens sur leur propre terre, alors que c'est la région qui nourrit l'Algérie depuis 1962, quasiment entièrement. D'ailleurs, on dit que les seules ressources de l'Algérie sont à 98% issues des hydrocarbures. Et pourtant, les gens là-bas, ils manquent de tout, privés de tout. Et plus que ça, s'il y a des droits à distribuer ou des privilèges, c'est à leurs compatriotes venus du Nord. Ils sont là, ceux du Sud, ils passent après les gens du Nord qui viennent s'installer. C'est leur pays aussi, c'est leur droit aussi, mais ça devrait être sans discrimination. Adel Jabbar. Mais ce régime a été basé sur l'exclusion. Il est né sur l'exclusion et la discrimination. Bon, le népotisme, le benamisme, le régionalisme, la parentèle, etc. Ça, c'est le fonds de commerce du régime. Pour étayer vos propos, je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue personnellement en 1980 à Tamnast. J'ai pris un avion de Gardaya à Tam. J'avais rencontré celui qui fut chef de daïra là-bas. Et puis en rentrant dans la daïra, j'avais trouvé une vingtaine, une trentaine de targis mrihin, farmel. Et quand je suis rentré chez lui, j'ai dit, mais que foutent ces gens-là? Il me dit, ils foutent rien. J'ai dit, mais c'est quoi leur métier? C'est quoi leur fonction? Il me dit, ils sont là pour prendre du thé et rentrer chez eux à la maison. J'ai dit, mais c'est un suicide. Vous ne pouvez pas. Mais non, on a décidé que c'est comme ça pour qu'ils n'aillent pas du côté de la Libye, du Niger, etc. Alors que les nomades ou les targis sont des transhumants. Il n'y a pas de frontière. Vous voulez tuer un targhi, construisez-lui une maison en dur. Alors que lui, c'est un transhumant. Et dans l'idole, c'est un régime qui a un regard colonial sur les populations du Sud. Vous vous souvenez, pour punir quelqu'un, on l'envoie au Sud. C'est pas pour le promouvoir. Muté pour raison disciplinaire. C'est ça, raison disciplinaire. Comme ça qu'on disait. Donc, on n'a jamais voulu construire des universités, on n'a jamais voulu prendre en charge ces populations et les sortir de leur misère, leur pauvreté, leur sous-développement. Et puis, on envoyait des cadres, entre guillemets, c'est-à-dire un cuisinier ou un plongeur qui vient de Sétif ou de Tizi ou de Annaba. Il est considéré comme un être supérieur aux gens du Sud. Moi, j'étais dans des bases du Sud. Toute l'intendance de son attraque, c'était des gens qui venaient du centre d'Alger. Pratiquement, les cuisiniers, les éplucheurs de pommes de terre, etc. Alors que les gens, les natifs de Messaoud, Ouargla qui est la commune la ville la plus riche d'Afrique, parce qu'elle regorge de pétrole. Hassim Saoud, c'est la commune la plus riche, mais il y a une misère noire. Allez voir Hassim Saoud aujourd'hui, c'est des taudis à perte de vue. Et on n'a rien construit, on n'a rien développé, on n'a rien fait. Au point où les gens me disent, moi j'ai gardé des contacts, on me dit qu'il y a des gens qui sont dans la mendicité la plus absolue. Ils viennent taper parce qu'ils ont perdu leur emploi, leur revenu. On me dit qu'ils viennent demander un peu d'argent pour acheter du lait. On était non pas de climatisation, et pour ceux qui en ont, c'est panne d'électricité tout le temps. De toutes les manières, la climatisation coûte extrêmement cher. À Hassim Saoud, quand vous avez un petit 3,5, vous devez avoir besoin de 2 climatiseurs qui fonctionnent H24 parce que les températures à l'extérieur dépassent les 50 degrés en été. Aujourd'hui, il doit faire 34, 35 à Messaoud. Et donc, il faut avoir de l'argent. Les gens avaient de bons revenus relativement, mais les prix sont exorbitants. Les prix des fruits, des légumes, de l'habillement, etc. Mais les gens n'ont plus d'argent aujourd'hui, ils n'ont plus de revenus. Et restez avec nous, Adel Jabbar. Si vous permettez, je termine avec ça. Oui, bien sûr. Moi, ces images-là me font très mal. Je me dis, c'est du pain béni pour la dictature,
Parce que c'est exactement ce que veut ce régime-là, c'est phagocyter la solidarité des Algériens, c'est corporatiser les revendications et les réduire à des demandes salariales, donc à une histoire de vente. Ce régime-là est en train de vouloir exercer un contrôle social. Il veut appauvrir les Algériens pour mieux les contrôler socialement. On peut revenir tout à l'heure pour développer mon idée. Oui, oui, bien sûr. Franchement, bien sûr. C'est contre-productif pour nous. J'aurais souhaité qu'on reste dans des revendications strictement politiques pour défendre l'essentiel, c'est-à-dire la liberté, l'indépendance. Ce n'est pas les 10 sous ou les 2 dinars qu'on va leur donner qui vont faire dégager cette dictature. Badr el-Din Guerfa, pendant que vous parlez, nous allons voir des images de juillet passé, des jeunes chômeurs qui réclamaient leurs droits, des jeunes du Sud. Ils ont été sauvagement réprimés par la police et par les forces de sécurité, comme ils disent, effroyablement réprimés, alors que dans ce Sud où les populations ont toujours été accueillantes, fraternelles, solidaires, hospitalières, très généreuses, tout le monde connaît la générosité proverbiale des gens du Sahara, eh ben aujourd'hui, ils sont en train de dégénérer à cause de Hagra Bzaf. Ils sont en train de devenir, j'allais dire, hostiles à ceux qui viennent chez eux des autres régions du pays, qui vivent sur leur terre mieux qu'eux. Ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Ils se disent, oui, je comprends qu'un directeur, par exemple, puisse être payé mieux qu'un ouvrier, même s'il est du Sud. C'est normal, ça. Et qu'un garçon du Sud puisse aller travailler à Oran, à Tizi, à n'importe quel autre endroit d'Algérie, c'est normal. Mais qu'on nous prive de l'emploi sur nos propres terres, pour la raison qu'on est fainéants, c'est comme ça qu'on leur dit. Ah non, non, les gens du Sud, moi, j'en veux pas, ils sont paresseux. Et ils oublient que pour planter, irriguer, entretenir un seul palmier, ce qu'il faut comme travail, et il y a des millions de palmiers dans ce pays où chaque jour il faut désensabler, chaque jour il faut irriguer, chaque jour il faut travailler. Il y a les fogaras, il faut connaître l'histoire des fogaras, de ces systèmes d'irrigation de tout le sud souterrain qui date de siècles et qu'il continue d'entretenir jusqu'à ce jour. Discrimination, insultes, injures, dégradation et étalage des richesses pour les responsables qui sont là-bas, qui viennent du Nord. Badr el-Din Guerfa, vous ne trouvez pas que c'est profondément injuste? Profondément injuste, c'est le mot. C'est le mot. Moi, depuis ma tendre adolescence, on avait le sentiment que le Sud, c'était pour l'Algérie ce qu'était la Sibérie pour l'Union soviétique. Bon, on connaît tous que le régime stalinien, quand il punissait certains, il les envoyait en Sibérie à moins 50 degrés. Et là, c'est à plus de 50 degrés, ça dit la chaleur. On a toujours, moi personnellement, j'ai toujours pensé, quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans, que les gens du Sud, c'était des gens qui ne valaient absolument rien, le Sud était invivable, etc., etc. C'était l'impression que nous a fait vivre ou la ressentir ce pouvoir. Bon, une fois, moi, je me souviens, dans les années 70, quand je suis monté à Alger pour mes études, j'ai commencé à avoir des amis du Sud. Je commençais à savoir ce que c'est le Sud en réalité. Finalement, ce Sud-là, il existe. Le Sahara algérien, comme on dit, il existe depuis avant l'avènement de ce pouvoir. Et ces populations, comment ils vivaient? Ils vivaient dans cette partie de l'Algérie. Pendant la colonisation et avant la colonisation, ils travaillaient. Ils avaient leurs oasis, Jmel, Ibil, etc. Donc ils pouvaient vivre. Comment se fait-il qu'après 62, les gens du Sud, même, je vous donner une anecdote, même sur le plan sportif, ils ont toujours fait
pour que le Sud, ce ne sont pas des sportifs, ils n'ont pas d'équipe. Regardez maintenant ce qui se passe. C'est pour la première fois depuis 62 où on a une équipe de Béchar, la GS Saoura, qui joue en division 1 et qui joue les coupes africaines. On a bien un jeune footballeur de Béchar qui joue à l'OGC Nice maintenant. Ça veut dire, ce qui est valable en football, il est valable les universités, il est valable le travail, il est valable tout. Ce sont des êtres humains, ce sont des Algériens, mais mazloumés. Je n'ai jamais compris comment une ville comme Ouargla, comme vous le dites si bien, là, 98% المدخول تاع الجزائر c'est une ville dégueulasse, اسمحوا لي Ouargla, c'est une ville où on n'a rien fait, on n'a rien construit, c'est incroyable. Donc, mais quand vous dites rien construit, rien, les gens qui ne connaissent pas ne se font pas une idée. Il n'y a pas d'hôpitaux au sud, il n'y a pas d'université digne de ce nom, il n'y a pas de route digne de ce nom, il n'y a pas de transport, il n'y a pas d'administration digne de ce nom. C'est réellement le tiers-monde, hein, alors que toute la richesse d'Algérie vient de ces territoires. C'est quand même fort de café, il y a de quoi... Il y a de quoi se révolter. Il y a de quoi comprendre nos concitoyens qui sont en plein sud, les talons. On ne veut pas que les gens du Nord viennent prendre leur casse-croûte à Ouargla. C'est très compréhensible. C'est le résultat automatique de la politique du pouvoir algérien. C'est une réalité. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, il y a un travail de pédagogie qu'il faut faire, et c'est ça, c'est le rôle, je pense, des élites. C'est un travail pédagogique à faire, que le problème est plus grave que l'emploi, plus grave que les primes, qu'il y a un problème national, il y a un problème de distribution des richesses d'une façon équitable sur toutes les régions du pays, il y a un problème de gouvernance, donc il y a un problème politique réel. Comment c'est ce qui explique ce qui s'est passé depuis le 22 février 2019 en fin de compte. Oui, c'est comment oui. l'Algérie, comment l'Algérie puisse refondre, plutôt carrément construire un État où tous les Algériens de tous bords peuvent connaître les mêmes chances que le Kaya, que l'emploi, Et nous allons parler, Badr Dinguelfa, pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Ce régime, il faut dire aussi une chose, que si Sahara, ça va très très mal pour les populations du Sud, les populations du Nord ne sont pas logées à meilleure enseigne. Hein. C'est pénurie d'eau, pénurie de lait, pénurie d'hôpitaux, pénurie de médecine, pénurie de médicaments. Professeur oncologue très connu en Algérie qui affirme que depuis la réduction drastique de l'importation des médicaments, il y a des milliers d'enfants qui meurent faute de soins appropriés. Pour vous dire hein, que c'est vrai que nos compatriotes du Sud souffrent beaucoup, mais ceux du Nord ne sont pas logés à meilleure enseigne, il faut le savoir. Alors, ce régime vient d'instituer une escroquerie, une autre escroquerie qui s'appelle allocation chômage. Nous allons en parler, mais avant, nous allons écouter Monsieur le ministre du Travail, Monsieur Chorfa. Nous allons l'écouter. ministre du Travail, أكثر من 62% منهم جامعيين وتقنيين على مستوى مراكز التكوين المهني. Nous avons 36% d'universitaires porteurs d'ingénierat, de licence, etc. وعندنا 26 أكثر من 26% من خريجي المعاهد والمراكز التكوين المهني. اليوم 1 مارس بين 25 فيفري و 1 مارس مدينا أكثر من 300 ألف رونديفو. أني نقول أكثر من 300 ألف رونديفو مديناهم
يبداو يجيو اليوم بين اليوم لو 1 لو 2 لو 3 لو 4 جوسكو 5 تقريبا 300 ألف راح يستقبلوا على مستوى المكاتب تاعنا يعني يعني نكد بين العمليه تمشي. Alors, une prime de chômage instituée par M. Tebboune au mois de février, dont il nous dit qu'elle sera distribuée au mois de mars, en un mois, une prime qui n'a jamais existé, qui est déclarée en un mois avec une administration bureaucratique, tracassière, tout ce qu'on veut. Mais il nous parle de 630 000 chômeurs. Alors que n'importe quel observateur sérieux sait qu'il y a au moins 8 millions de chômeurs dans ce pays. Y compris ils oublient les femmes comme si les femmes ne comptaient pas. Les femmes sont la moitié de la population et toutes celles qui sont à leur domicile, qui n'ont pas de travail, qui ne sont pas mariées, sont des chômeuses aussi. Du coup, ce sont des milliers de gens qui maintenant vont dans les ANEM, les agences pour l'emploi, pour s'inscrire, et c'est la ruée. Alors le régime nous apprend que non, il ne faut pas se déplacer, il faut aller à Internet, le site, site dédié à cet effet, et les Algériens sont allés au site. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le site est hors service, il ne fonctionne pas. Alors, une autre info avant de donner la parole aux invités. À Gelfa, il s'est passé quelque chose d'absolument extraterrestre. Voilà, vous voyez les images là. Monsieur le Wali et les autorités militaires, bien sûr, ont honoré, ont remis des distinctions à qui, selon vous? Aux gens qui ont réussi à s'inscrire au chômage. Ça veut dire qu'il y a eu une cérémonie pour féliciter les gens qui ont réussi à s'inscrire au chômage. C'est pour faire un peu de la propagande pour M. Tebboune. Regardez, on se serait cru revenu au temps des indigènes quand on distribue des bonbons aux petits yaoulets. Nous allons parler de ce sujet et d'autres aussi. Adel Jabbar, nous allons sauter d'un sujet à l'autre. Nous laisserons le sujet de la grève de la faim politique en dernier volet, à la fin de l'émission. Mais sinon, sur cette prime de chômage, sur ces chômeurs que le Wali de Gelfa et les autorités militaires reçoivent pour les honorer. Il manquait que Qassamen et les médailles pour avoir réussi à s'inscrire au chômage. Adel Jabbar. Le chômage est un diplôme. Donc moi, j'ai écrit un truc pour dire c'est les Bac plus 5 qui ont accès à une bourse pour continuer un doctorat en chômage. Ce monsieur-là, quand je le vois, avec son air très méchant, très hautain, orgueilleux, égocentrique, qui, à la limite de l'insulte, il était en train de révéler les 13 conditions impossibles pour accéder à ces 60 € par mois. Ce qui me fait dire qu'il est beaucoup plus facile pour les Algériens de prendre une navette spatiale que de remplir les conditions impossibles qui ont été déroulées par ce ministre du non-travail. C'est une insulte aux Algériens. J'ai vu, comme vous, comme beaucoup d'Algériens, l'image catastrophique ou la vidéo catastrophique d'un chef de région, je ne sais pas ce qu'il a, un colonel ou un général, qui est parti remettre un diplôme à un chômeur. Moi, je n'ai jamais compris. C'est la belle. Et ça me rappelle les déclarations saugrenues de Tebboune qui dit « Nous sommes le seul pays au monde ». C'est vrai, vous êtes le seul pays au monde. Sous votre gouverne, ce pays-là est en train ou a déjà quitté le système solaire. Nous sommes le seul pays au monde à offrir une allocation aux chômeurs en dehors de l'Europe. Alors que nous avons disparu des écrans radars. Vous savez que sur le plan économique, l'Algérie disparaîtra des classements en 2025, au moment où le Bangladesh en 2030 occupera, je pense, la 35e place. Sous ce régime-là, c'est la dérive de l'intelligence, la disparition de la rationalité et la démence. Nous sommes en train de rentrer dans une espèce de démence. Quand vous montrez des images comme ça, worldwide, c'est-à-dire à l'ensemble de la planète, les gens vont se tirer les cheveux. Heureusement qu'aujourd'hui, je n'en ai pas, j'avais prévu le coup. Donc c'est la belle, c'est la belle. Je comprends pas. Franchement, je ne comprends pas pourquoi ramener des chômeurs
qui remplissent. Et moi, je vous dis une chose, parce qu'on a vu des vidéos de jeunes qui ont rempli des dossiers complets et leurs dossiers se sont retrouvés dans des sacs poubelles le soir avec leur carte d'identité, leurs photos, leurs diplômes, leur CV, etc. Donc je ne me priverai pas, connaissant parfaitement le fonctionnement de ce régime, de ce pouvoir et de cette méga bureaucratie pour dire ce qu'on a ramené avec ce colonel et ce Walou, etc., ce sont les privilégiés de la bureaucratie. Quand je vois cette image encore une fois, je me dis les gens qui sont présents autour en train de sourire comme de je ne sais pas trop quoi, leur salaire du jour c'est à peu près $1 million. Tous, c'est tous des rentiers du système. Et pourquoi ramener quelqu'un ou pour lui donner un diplôme et en attendant qu'il perçoive 60 €? Un diplôme de chômeur, c'est incroyable. Un diplôme de chômeur, c'est hallucinant. Et nous serons le seul pays au monde où nous allons graduer pour des doctorats en chômage. Alors, c'est une nouveauté kelbounienne. Boualem Amoura, cette cérémonie du Wali, le préfet, accompagné des autorités militaires, comme on dit, qui remettent un drapeau et je ne sais pas quoi, un diplôme ou je ne sais pas quoi, pour féliciter ces jeunes chômeurs d'avoir postulé, d'avoir réussi à se faire inscrire sur la liste des nouveaux bénéficiaires pour percevoir l'équivalent de 2 € par jour. C'est quand même fort de café, vous ne trouvez pas? Écoutez, moi qui vis en Algérie depuis 1963, tout cela ne m'étonne pas. Nous avons organisé en Algérie en 2017 justement une deuxième session du baccalauréat pour les retardataires. Ça ne s'est jamais passé dans le monde. On en a vu d'autres, j'en ai vu tant d'autres. Je peux revenir juste, mais je vais relier les deux, sur les gens du Sud. Parce que ceux qui sont les pouvoirs ou les autorités locales au niveau du Sud, ils se disent qu'ils ont tout le pouvoir sur la population du Sud. Parce que nous avions eu, cela fait 20 jours, une expérience avec nos camarades et nos représentants du SATEF à Tamanrasset, le fait de se déplacer au trésorier de Wilaya pour demander après les rappels et les salaires justement des contractuels qui ne sont pas payés, c'est des femmes qui viennent hors Wilaya, elles n'ont même pas de quoi s'acheter du pain et du lait. Cela, je l'ai eu de la bouche même du secrétaire général de la direction de l'éducation de Tamanrasset. On avait discuté, mais on le reproche, pourquoi vous n'avez pas le droit? Et pire que ça, il leur octroie, et il leur donne un blâme sans passer par une commission de discipline. Ils étaient en dehors des heures de travail. Mais ces gens-là, s'ils vont dans un supermarché, vous allez aussi leur donner un blâme s'ils font une erreur avec le commerçant. Donc pour dire le paternalisme de ces gens-là envers cette population, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent que si les gens ils sont là, ils obéissent, comme disait Jean-Jacques Rousseau dans son livre du contrat social, tant qu'un peuple obéit, c'est bien, mais dès lors qu'il soulève le joug, et c'est encore mieux, lui il me dit, mais lorsqu'il ne payait pas les enseignantes qui viennent d'autres wilayas pendant 1 année, 2 ans, c'est très bien, elles sont là, c'est OK. Donc, je vais revenir maintenant à cette allocation de chômage. Une allocation de chômage de 13 000 dinars, c'est 430 dinars par jour. 430, là on va revenir à ces 2 € dont on parlait tout à l'heure. 2 € par jour, qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Mais aussi, 13 000 dinars par jour pour un chômeur, alors qu'il y a des gens qui travaillent, des femmes. Je vais donner l'exemple des femmes de ménage qui touchent 9 000 dinars, même pas 10 000 dinars. Le mois, elle est là, elle donne quelque chose, elle fait un effort. Mais dans notre pays, en Algérie, il vaut mieux ne pas travailler que d'aller travailler. Même si je fais la comparaison avec ce qu'on appelle les corps communs et les ouvriers professionnels, qui ont un salaire de 18 000 dinars, même pas 20 000 dinars dont ils parlent
du salaire minimum de base, parce qu'il y a aussi l'article 87 bis qui bloque cet SNMG de 20 000 dinars. Et bien, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Moi, je vais démissionner et rentrer dans le chômage. Comme ça, il sera libre, il aura 13 000 dinars le mois, il va faire un autre travail. Maintenant aussi, ramener des autorités comme ça pour lui offrir un diplôme de chômeur, oui, j'en ai vu, moi, il n'y a rien qui m'étonne. Il n'y a rien qui m'étonne. Nous avons vu... Et qu'est-ce que vous pensez, Boualem Amoura, très vite, pour pouvoir faire tourner le micro, qu'est-ce que vous pensez de l'âge limite? Ça veut dire le chômage n'est distribué qu'aux gens de 19 à 40 ans. Et sachant que la plupart des Algériens se marient à partir de 35-36 ans. Ça veut dire que la plupart des gens de plus de 40 ans sont mariés. Ça veut dire qu'ils ont des familles et qui n'ont pas le droit au chômage. Mais pourquoi une telle mesure? Merci de me rappeler, je l'ai noté, merci de me rappeler une autre absurdité de cette loi. Vous octroyez 13 000 dinars le mois pour un jeune de 19 ans, peut-être qui vit encore chez ses parents. Moi, je les connais. Parce qu'il y a des enseignantes et des directrices qui sont mariées avec des gens, ils ont 41 ans, ils ne travaillent pas, mais là, cette limite d'âge, c'est une absurdité. Quelqu'un qui a 41 ans, je les connais, père de famille, qui ne travaille pas, ils sont exclus. Oui, pourquoi? Tout ça parce que toutes leurs lois, ils les font dans la précipitation. Il n'y a aucune anticipation, aucune étude valable avant d'annoncer une loi. Ils sont là, c'est pour justement gagner la paix sociale. À chaque fois, parce que c'était à l'approche du 22 février. C'était à l'approche du 22 février, ils avaient peur que le Irak ne reparte. Alors ils ont annoncé cette mesure pour gagner la paix sociale, comme on dit, pour acheter la paix sociale. Mais quand ils parlent de 300 000 rendez-vous en 3 jours, moi, des fois, j'aime les écouter quand ils parlent, ils tombent dans leur propre piège. Parce que moi aussi, je vous donnais des chiffres comme eux. Je vais citer, en 2016, le ministère de l'Éducation nationale ouvre un concours pour le recrutement des enseignants. C'est pour 29 000 postes. Et vous savez combien de candidats nous avons eu? Nous avons eu plus de 700 000 universitaires. Rien que des universitaires. Et depuis 2016, donc il y a plus de chômeurs universitaires encore. Donc vous voyez un petit peu le taux de chômage en Algérie. Je les connais, c'est des Master 1, Master 2 et des fois même des doctorants. Donc ils sont contents d'avoir reçu 300 000 en 3 jours. C'est comme, cela me rappelle aussi, c'est pour ça que je dis, rien ne m'étonne, du temps de l'ancien ministre de la Solidarité qui est en prison, donc j'ai oublié le nom. Je vais le rappeler. Lorsqu'à l'approche de l'Aïd, il était content, il avait dit que cette année, nous avons augmenté le nombre de coufins des nécessiteux à 3 millions. Nous avons 3 millions, c'est à Abbas, je pense. Donc, il était content, oui, il était content d'arriver à 3 millions de pauvres en Algérie. On a fait mieux que l'année passée. Donc vous savez, c'est pour ça que je dis... Restez avec nous, Boualem Amoura, pardonnez-moi de vous interrompre. Badreddine Guelfa, sur ces aberrations, sur ces chômeurs, 630 000 seulement, nous dit Tebboune, et pour pouvoir prétendre à cette prime, c'est le parcours du combattant, et après, c'est 2 centimes qu'ils leur donnent, c'est 2 € par jour, et il faut satisfaire à l'ouverture d'un dossier absolument incroyable, et puis quand vous réussissez, le préfet vous reçoit et le patron de l'armée de la région, et ils vous remettent un diplôme pour avoir parcouru toutes ces difficultés avec succès. Badreddine Guelfa. Sauf si Jamaldine, la première impression que j'ai eue quand j'ai vu des jeunes, des femmes devant les bureaux de la NEM, ça m'a fait rappeler l'époque Bouteflika. Et quand on réfléchit bien, je crois que ce peuple et cette jeunesse qui sont sortis le 22 février, les cages de l'indignité
C'est le déshonneur pour passer à une étape d'honneur et de dignité, et ça dure depuis 2-3 ans. Ils savent très bien où veut en arriver ce pouvoir. هذه واحدة. اثنين الأكذوبة الكبيرة تاع le salaire minimum. Bon, votre invité, c'est Amoura, on a parlé un peu, mais لازم الناس تعرف بلي la plupart, et j'en connais, des agents de sécurité qui travaillent dans les écoles, dans les collèges, dans les belediyat, etc. Leur salaire de base, c'est 9000 dinars. C'est pas 20 000, c'est 9000 dinars, et avec un certain nombre de primes, et quand elle dit 10 000, on a 20 000. Donc, la retraite, plus tard, elle sera calculée sur les 9000 dinars. Sans compter des centres de ménage, sans compter des jeunes universitaires, surtout les jeunes filles qui travaillent dans des cabinets d'avocats, dans les magasins, un peu partout. Je vais vous donner un exemple. Dans un pays qui se respecte, qui roule le SMIC, telle valeur, je vous donne l'exemple, personnellement. C'est Bachir Mounaz. J'ai une allocation de pension, j'ai même des allocations, le SMIC. Vous n'avez pas le droit ni au capital PC, ni aux AF, et même les 2 années du service national, mais donc, il y a des la réalité. La réalité, elle est entêtée et têtue. Le il est là. Il est là. Juste après le 22 février. Et restez avec nous. Restez avec nous, Badr el-Din Guerfa. Alors, un tour de micro sur la situation qui prévaut dans la société algérienne, des difficultés à peine imaginables pour qui ne connaît pas la société algérienne, des privations en tout genre, une inflation absolument inimaginable. Monsieur Tebboune a parlé d'une inflation de 7%, alors que beaucoup de spécialistes parlent d'une inflation que je n'ose même pas dire, qui n'est pas 2 chiffres, qui a 3 chiffres. Il parle d'un taux de croissance de 14%, l'un des meilleurs taux de croissance au monde, alors qu'il n'y a pas de croissance dans ce pays. Ce n'est un secret pour personne. Pénurie d'eau, quand il pleut, c'est des inondations, les routes sont cassées, les trottoirs sont squattés, les gens circulent n'importe comment, les piétons ne sont pas en sécurité sur les trottoirs, quand ils en trouvent, quand il n'y a pas de voiture garée dessus. Et je passe sur le reste, c'est l'incivisme qui triomphe, c'est la loi du plus fort, c'est les parkingers qui ont fait des rues, des domaines à eux. Et je passe sur le reste, je pourrais rester des heures à énumérer ce genre de situation. Et pourtant, les Algériens restent vent debout, toujours souriants, toujours en train de se battre, toujours en train d'essayer de faire ce qu'ils peuvent pour le mieux, toujours à rester bienveillants, indulgents, ils ne se laissent pas habiter par la haine, et c'est réellement quelque chose d'absolument merveilleux, d'absolument formidable. Adel Jabbar, qu'est-ce que vous pensez de la situation des Algériens et de leur merveilleuse façon de résister à tout ça? La situation est catastrophique, on en a déjà parlé il y a 2 ou 3 ans pour dire voici où nous allons et voici le plan de vol. Nous allons atterrir en face d'un mur, gueule sur le mur en béton. Moi je trouve une similitude entre ce régime criminel illégitime et le peuple algérien, c'est la résilience. Le peuple algérien est extrêmement résilient, il a résisté à toutes les misères, toutes les infamies, toutes les violences et tous les crimes qu'il a subis depuis 1962. Ce régime illégitime de généraux prédateurs a été aussi très résilient. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il est fort, c'est parce qu'il est soumis à des puissances étrangères qui en font des descentes de lit. Il a offert l'Algérie, banque, puits de pétrole,
géostratégie à des puissances étrangères. Aujourd'hui, on remarque qu'aucune décision de souveraineté n'est prise par cette oligarchie militaire illégitime. Elle se soumet, elle se met à genoux et elle accepte. En contrepartie de quoi? En contrepartie d'un appui de ces puissances étrangères. Et on a bien vu le défunt chef d'État intérimaire Ben Salah, quand il est parti s'agenouiller devant Macron, devant Poutine. On a vu Mamara quand il est parti faire sa navette avec un autre mercenaire, Brahimi, en train de se mettre à genoux devant les Européens et d'autres puissances pour dire appuyez-nous. Donc en termes de résilience, ils en ont eu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient de l'argent. Et ce régime a toujours carburé au chantage et à la corruption. Mais le fonds de commerce, l'unique fonds de commerce qu'a ce régime illégitime et criminel, c'est comme ça que moi je le qualifie, c'est qu'il avait de l'argent pour pouvoir acheter une paix sociale. Aujourd'hui, il a asséché les caisses. Il a tout vidé, il reste quelques sous, ils sont en train de se les partager. Ne vous dites jamais que ceux qui sont venus sont meilleurs que les autres. C'est la même matrice satanique. Ils sont nés dans la même bureaucratie stalinienne. C'est des prédateurs, c'est des voleurs. Kedboun n'a jamais produit ou construit ou fabriqué un clou. Il a toujours vécu à l'ombre de la dépense publique depuis qu'il était wallo à Adrar. Et allez faire une enquête sur ses avoirs et ses biens immobiliers et matériels à Adrar, vous allez être effaré. Donc, le peu d'argent qui reste, Shingriha l'utilise pour acheter des véhicules, Shingriha l'utilise pour acheter des frégates, alors que le peuple est en train de crever. Moi, quand je vois des images de gens enguenillés comme ça, avec des habits vieillis, défraîchis, ça me déchire le cœur. Parce que je suis algérien, même si je ne vis pas depuis 32 ans dans ce pays-là. Et puis on reçoit, comme vous avez reçu l'appel ce matin, de gens qui nous sollicitent pour dire un cartable, on ne peut pas l'offrir à un enfant, ou une paire de souliers par le froid qui sévit dans les douars et dans les villages et dans les montagnes d'Algérie. Donc on a affaire à un régime prédateur, antinational, antipatriote. Il ne l'a jamais caché, c'est l'ennemi. Très bien. Seul ennemi, c'est cette oligarchie militaire prédatrice antinationale. Voilà, moi c'est mon Boualem Amoura, sur ces difficultés que rencontrent les Algériens dans la vie de tous les jours. Je ne parle pas des retraités à faible revenu, je ne parle pas des chômeurs qui se comptent par millions, je ne parle pas des femmes au foyer qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas de revenus et que l'État ne soutient pas de la plus petite façon. Je ne parle pas des personnes âgées en situation de détresse qui sont livrées à eux-mêmes. Je ne parle pas des personnes handicapées qui subissent l'horreur dans ce pays. L'horreur. C'est un pays où les handicapés n'ont quasiment pas de droits. C'est les oubliés de la vie. Et le reste, et pourtant, l'Algérien continue de sourire, continue d'avancer, continue de croire, continue d'espérer. Voilà Mamoura. Oui, tout à fait. Parce que nous avons la foi en ce pays. À cette terre libérée par le sang de nos ancêtres. Le sang de nos ancêtres, il n'a pas encore séché, de cette terre, de l'ouest jusqu'à l'est et du nord jusqu'au sud. Nous aimons ce pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous acceptons de faire certains consensus, si j'ose dire. L'Algérien aujourd'hui souffre alors qu'il ne devrait pas souffrir parce que son pays, mon pays, notre pays est riche. Nous n'avons pas 100 millions d'habitants pour 2 700 000 km². Là, avec toutes les richesses, je peux parler des retraités, oui, vous avez tout à fait raison de le dire. 65% des retraités algériens touchent moins de 25 000 dinars. 2 500 000, comme on dit. C'est 65%. Et on vous dit que la Caisse nationale des retraites est déficitaire. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous parlons d'inflation. C'est pas moi qui le dis. Officiellement, c'est le directeur
le gouverneur de la Banque d'Algérie qui l'avait déclaré au mois de décembre, nous sommes, c'est son chiffre officiel, à 9,33%, même pas à 7%. Mais je sais qu'il est plus que ça, parce que moi je fais mon marché. Ce matin encore, j'ai fait quelques commissions et je sais ce que je paie et les prix des produits quand je trouve. Je vous assure que ça fait longtemps. Maintenant, plus de 10 jours, je n'ai pas vu un sachet de lait. Ils se font encore dans des sachets en plastique. Voilà. En 2022, je n'ai pas vu de mes propres yeux, et c'est moi qui fais le marché, j'ai pas vu un sachet de lait librement, comme ça, chez un commerçant pour l'acheter. J'en témoigne. Je ne parle pas de la pomme de terre aussi qui, ces jours-ci, son prix a augmenté, par exemple. Et on parle aussi d'un civisme. Oui, il est là parce que c'est fait exprès. Quand des voyous deviennent les barons, je ne sais pas comment dirais-je, ils font l'autorité dans certains quartiers. Il y a des vols de véhicules ces jours-ci, même ici à Tizi Ouzou par exemple. Et pourtant, c'est plein de gens de barrages sur les autoroutes et tout. Et quand il y a juste 2 gouttes de pluie, avant-hier il y avait 2 gouttes de pluie, vous ne pouvez pas circuler sur nos routes. Moi, j'ai fait demi-tour en allant à Alger parce que vous allez trouver la route qui est inondée. Et c'est ce qui, je m'excuse du terme, ce qui me dégoûte, c'est que c'est récurrent, ça revient à chaque fois. Il y a des points noirs, comme ils aiment le dire. Vous n'avez qu'à régler ces problèmes-là. Ce n'est pas la mer à boire, ce n'est pas des missiles Sting ou là qu'on vous demande de construire. Donc, quand on parle du pétrole, oui, il est à 114 $. Aujourd'hui, on oublie de parler du gaz aussi. On a vu, cela fait 2 jours, son prix aussi a augmenté. Je veux dire là que l'Algérie est riche. Hier, j'ai vu des interventions à la page 2 sur le journal de l'Ouatan, de 2 enseignants, témoignages de 2 enseignants, une enseignante, quand vous parlez de femme, une femme divorcée avec 3 enfants, avec 68 000 dinars, 6 800 000, 3 enfants, elle loue à 30 000 dinars à Alger, elle ne peut pas faire vivre ses enfants. On ne peut pas vivre avec 3 enfants, plus la maman, avec ce qui reste, 38 000 dinars. C'est impossible. Parce qu'il faut voir, et les médicaments, comme vous dites, les médicaments aussi ont augmenté. Vous ne trouvez pas les spécialistes qu'il faut dans les hôpitaux si vous arrivez à avoir un rendez-vous. Donc vous êtes obligé d'aller voir chez le privé. Est-ce que la carte Chifa, la carte de sécurité sociale, couvre les frais qu'engagent les gens en termes d'examen de laboratoire, en termes d'examen de radiographie, de radiologie, de certains médicaments qui sont très chers? Est-ce que la carte sécurité sociale couvre à 100%? Malheureusement, non, c'est encore un cas d'école. La carte, ce qu'on appelle naviguer, la carte Chifa, vous avez le droit de tomber une fois malade le mois et vous n'avez pas le droit, et l'ordonnance ne doit pas dépasser les 3 000 dinars. Et des fois, vous avez un seul médicament qui fait 3 000 dinars. Vous avez, une radio qui fait plus que 3 000 dinars. Attendez, j'ai pas compris. Vous avez le droit à une seule prise en charge par mois? Oui, vous ne devez pas dépasser les 3 000 dinars. Une ordonnance qui dépasse 3 000 dinars, vous allez payer la différence. Et quand vous faites une radio à 5 000 dinars, on vous rembourse sur le... Il y a un barème de 1983, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, vous allez voir un généraliste. Le dernier généraliste, vous payez 1200 dinars, la dernière visite. Mais on vous rembourse sur le barème de 1983 qui est de 50 dinars. Vous allez voir un On vous rembourse 50 dinars sur 1200. Oui. Et quand vous allez voir un spécialiste, actuellement entre 2500 et 3000 dinars, les spécialistes, on vous rembourse sur le barème de 100 dinars, 80%, vous allez avoir 80 dinars. Moi-même qui vous parle, 34 ans, pardon, je m'arrête là, 34 ans de service, je paye 8200 dinars pour la sécurité sociale et je n'ai le droit que de me faire rembourser si je tombe malade une fois par mois. Alors, Boualem Amoura, nous allons, Inch'Allah, faire une émission sur ce sujet parce que c'est complètement effarant.
Nous allons faire un sujet, Inch'Allah, bientôt. J'aimerais que vous soyez des nôtres. Badreddine Guelfa, sur ce sujet, des Algériens, avec leurs conditions très pénibles de vie, ils manquent de tout, privés de tout, cernés par les problèmes, abandonnés par ces gens qui se disent l'État et qui continuent pourtant de tenir bon malgré tout. On ne peut pas dire que les Algériens continuent à vivre. Les Algériens survivent. Les Algériens survivent. Parce que tout ce que vos invités en ont parlé, il y en a encore, il y a plein de choses à dire. Il n'y a plus de cash hayat de la vie. Ça, c'est pour ça que les gens, les Kalima foutent le camp, les jeunes, les femmes, il y a absolument rien. Si on voit les constructions, que ce soit les bâtiments, que ce soit le privé, c'est une catastrophe. Quand je pense, la dernière fois, je parlais avec des amis, parce que ce qui se passe en Ukraine, je me disais quand même, Kiev ou même Berlin, qui était complètement détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale, je Berlin qui fait Shenzhen ou Kiev, il y a des urbains, pourtant c'est l'Union soviétique. Donc là, une partie de Berlin, c'est l'Ouest. Mais quand même, les constructions sont belles, il y a de l'architecture, il y a de l'urbanisme. Mais nous, en 62, il n'y a pas eu de destruction, les constructions. Tout était joli, tout est beau. Annaba, c'est vraiment une merveille. Oran, Blabé, Alger. Puis maintenant, c'est une destruction complète. Mais l'Est, l'Ouest, toutes les fermes, je dis bien toutes les fermes, les khalaoum, les camps qui ont des bijoux, c'est les tuiles là, ou absolument rien du tout, c'est la destruction. Alors ne parlons pas des hôpitaux, ne parlons pas de l'université, ne parlons pas même, le comportement de l'Algérien, bien sûr. Je me souviens quand dans les années 60, 70, on était propre, كنا ننظفوا قدام بيوتنا la milice faisait son travail avec le peu de moyens qu'il y avait. Maintenant c'est invivable. Donc le Bladedia et Margarita, les Algériens résistent. Elle a la force, les Algériens, je pense que la force d'avoir toutes les chiites من قبل الإسلام إلى la colonisation française, 62, les années 90, tout ce qu'ils ont enduré, ça a fait de l'Algérien une force extraordinaire et en même temps, ils résistent à toute tentation de violence qui risque de faire engloutir le pays et avec bien sûr le peuple algérien. C'est pour ça que j'admire cette force, je suis algérien, qui est عند الجزائريين et qui j'en suis sûr, ce qui nous manque. À mon avis, ce qui nous manque, c'est qu'on doit être à la hauteur de ce peuple généreux, de ce peuple qui est prêt à tous les sacrifices. Très bien. L'Oslo a un contrat, je le dis à la Canada, comme je l'avais dit, un contrat national بين les élites الجزائريين مننا بالتخيير dans le pacifisme pour construire le pays, pour sortir من هذا المرض اللي رانا فيه qui risque d'emporter non seulement l'Algérie, mais d'emporter toute l'Afrique du Nord. Très bien. Alors, notre dernier tour de micro sur la répression, sur les prisonniers politiques et les détenus d'opinion, sur la grève de la faim. Comme chaque jour, même si nous ne mettons pas trop de temps pour la couverture de cette question, nous la traitons chaque jour pour que nul n'oublie et pour que nul ne baisse la vigilance concernant nos compatriotes qui sont en prison.
La justice algérienne semble avoir reçu une consigne, un ordre d'émettre un geste d'apaisement, semble-t-il, puisqu'il y a eu le retrait de l'accusation criminelle des dossiers de Mohamed Tajadid, Malik Riyahi, Souhaib Dabbaghi, Nordin Khimoud, Di Najib Milano, Tariq Dabbaghi. Leur procès sera programmé à la section pénale, en délit et non plus en crime. Mes chers amis, vous allez avoir droit à 2 minutes chacun pour ce dernier tour de micro pour vous nous dire votre sentiment sur cette répression et sur la résistance des prisonniers politiques en grève de la faim. Adel Jabbar. Je considère que leur incarcération illégale est déjà un crime et une infamie contre la dignité humaine, contre la liberté de penser, de réfléchir et de dire. Ce régime autoritaire, autocratique et sanguinaire ne reculera pas tant et aussi longtemps qu'en face de lui, il n'y a pas une véritable résistance. Nos jeunes sont sortis pour réclamer une nouvelle Algérie, parce que l'Algérie a complètement changé depuis 62. C'est un nouveau peuple, de nouveaux paradigmes, de nouveaux réflexes. Et ce régime autoritaire, militaire, est resté coincé dans son calendrier de 62. Il est en train de conduire sans blindé, mais il ne regarde pas devant. Il regarde dans le rétroviseur. Donc il n'avancera pas. Les jeunes d'aujourd'hui qui sont sortis pour réclamer cette quête de liberté, c'est pour mieux se projeter dans l'avenir et de comprendre une fois pour toutes ce qui s'est réellement passé, parce qu'ils ne considèrent pas que le passé tel qu'il a été raconté par cette oligarchie militaire et ces supplétifs du régime illégitime soit la vérité. Les jeunes Algériens veulent cadrer avec leur histoire et ils ne veulent plus construire leur passé par rapport à demain et à l'avenir. Ils veulent construire leur passé, que cette vieillerie, cette brocante illégitime passe. Moi, je termine sur une note d'espoir. Je vous assure que l'Algérie, sous un gouvernement légitime, avec un pouvoir légitime, avec des compétences, elle pourra émerger et jouer dans les ligues majeures et faire partie des 20 premières économies mondiales en 20 ans. Parce qu'il y a de la ressource, il y a du potentiel, il y a des hommes, il y a des compétences. Et nous avons tout pour réussir. Mais nous devons débarrasser ce régime criminel. J'alerte les Algériens pour leur dire, faites très attention, l'histoire du gaz de schiste est en train d'être réchauffée encore. Donc on a tué les Algériens, on les a massacrés. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la faune et à la flore pour empoisonner les ressources du Sahara. Donc j'appelle à la vigilance et à ne jamais laisser faire. C'est notre pays, on le défendra jusqu'à la mort. Voilà. Boualem Moura, sur cette grève politique en moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Bien sûr, merci. De prime abord, je voudrais rendre hommage à tous les avocats de ces détenus-là qui, des fois, font du stop pour rejoindre Alger, de Tizi Ouzou Alger ou d'autres wilayas vers Alger ou vers Gouira maintenant parce qu'ils les ont dispersés. Ces jeunes-là, ces Algériens-là, ce sont des vrais amoureux, ils aiment leur pays. Leur place n'est pas en prison. Ils ont des choses à donner en dehors de la prison. Nous sommes en 2022, au moment où l'on voit ce qui se passe entre l'Ukraine et l'URSS. En Ukraine, c'est tout, il y avait une solidarité de tous les Ukrainiens. Les Algériens aussi ont cette solidarité encore plus que tous les autres peuples. Moi, je suis tout à fait d'accord avec M. Adel Jabbar. Nous sommes un peuple de miracles. Avec ce qui s'est passé surtout depuis le 22 février 2019. Nous voulons construire ce pays. La place de ces jeunes-là et autres, ce n'est pas dans les prisons. Il faut être fier, par exemple, de Tajadid, d'avoir comme ça un poète. Nous avons tant besoin de culture dans ce pays. Nous voulons vivre dignement avec nos langues, notre langue, avec toutes les différences qui sont en Algérie. On s'aime en tant qu'Algériens. Donc, mais moi, je suis convaincu que nous allons aller vers une Algérie meilleure, parce que cela nous sera imposé, soit par le temps, soit par le nouvel ordre mondial. Au lieu de mettre les gens en prison, il faut libérer le génie algérien
et construire cette Algérie. Nous avons des femmes et des hommes compétents qui sont capables. Moi, quand je parle d'Algériens, pas qu'en Algérie, même aussi ailleurs, notre diaspora, ils ont choisi de partir. C'est comme tous les peuples du monde. Ils émigrent. Moi, je les accuse pas, mais nous allons bénéficier justement de leur expérience. Nous avons tant besoin de leur expérience. J'ai fait l'université. Aujourd'hui, je connais des camarades qui sont à l'étranger qui peuvent apporter un plus parce que nous avons tant besoin d'eux dans nos laboratoires, dans les universités. Et merci. Merci. Badreddine Guerfa, vous avez le mot de la fin en moins de 2 minutes, s'il vous plaît. D'abord, la bonne nouvelle, nos jeunes détenus qui passent de l'assise, le pénal, le junax, Inch'Allah, تكون فيها خير على كل حال. Le place, comme a dit votre invité, n'est pas la prison. C'est Mohamed Tajadid qui disait que, en parlant de Harak, qui disait que c'est cette énergie qui peut construire un pays. C'était fabuleux, c'était sur le Berbet TV, je me souviens. Mais en même temps, il n'y a que la grève de la faim comme moyen de lutte. D'ailleurs, on vient d'apprendre aussi, il faut le signaler, que les familles des prisonniers politiques des années 90 ont commencé aussi une grève de la faim parce que les détenus d'à 90 ne peuvent pas faire une grève de la faim, ils sont malades, ils sont handicapés, ils sont pleins de maladies. Donc, c'est toute cette lutte des Algériens intergénération qui arrive à mais ce qui est fabuleux aussi, c'est التقارب. Hier, sur votre القناة ديالكم, j'écoutais Madame Msouda Chibala, la femme de Fethi Kherres, à la question posée par le journaliste sur votre page Facebook, vous parliez de Gherbi Brahim, dans le procureur du tableau 7 سنوات, lui qui est du fils, et vous parlez de Fethi Kherres, qui est le chef du MDS. وش كانت الإجابة fabuleuse. قالت لنا هذه حاجة قديمة، احنا nous sommes passés par le février 2019. Exactement اليوم هذا غالب إبراهيم بتقصاحه في المحاكمة تاعو البارح كان quelque chose de fabuleux مع الشوشة. قال الذي آلم كافي مال à ce régime هو التقارب اللي صار في الحراك بين العلمانيين واليساريين والإسلاميين وغيرهم. هذا التقارب il faut continuer sur ce chemin, il faut continuer sur l'unité, il faut continuer sur la solidarité pour arriver بإذن الله باش نوصلوا هذا le pouvoir à la table de négociation qui permettra aux Algériens بإذن الله de construire leur État et par la suite de construire Inch'Allah leur pays, et ça viendra بإذن. Merci Badreddine Guerfa, merci d'avoir rappelé que dans les prisons algériennes, il y a d'autres prisonniers politiques dont personne ne parle. Ces prisonniers des années 90 qui sont en train de mourir l'un après l'autre, oubliés de tout le monde. Rappelons qu'ils ont été condamnés de façon très injuste par une justice aux ordres, après avoir été torturés. Même leurs aveux ont été arrachés sous la torture de la vie et du témoignage de leurs propres avocats. Merci Boualem Amoura, merci Adel Jabbar, merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Ce régime, moi je ne doute pas une seconde, ça sort un peu de mes attributions, je ne devrais pas dire ça, je ne doute pas une seconde que ce régime va être balayé. Le tout est que les Algériens se préparent à prendre la relève de cette mafiocratie qui a précipité le pays dans les abysses. Merci beaucoup.